depuis ce matin, je suis dans le fast track budgétaire. Parce qu'à 8 h, j'étais au King Fat pour l'ouverture du forum du MEDEF, le mouvement des entreprises du Sénégal, relative à l'emploi. Et puis par la suite, à 10 h, comme j'assure la présidence du Conseil des ministres de la conférence interministérielle des marchés de l'assurance, la CIMON, j'assurais effectivement cette présidence par visioconférence à partir de 10 h avec les 14 autres collègues ministres des Finances des pays membres de la CIMON, cause pour laquelle je suis venu effectivement en fin de matinée pour relativement délivrer ce message. Bon, je sais qu'il y a certains propos que je vais relativement nuancer parce que sans doute vous avez eu à travers les présentations déjà évoqué effectivement ces questions. Mesdames et messieurs les secrétaires généraux des ministères, coordonnateurs des programmes, mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, chers participants, c'est pour moi un réel plaisir de présider cette importante rencontre qui marque effectivement le lancement officiel de l'exécution du budget au titre de l'année 2024. Bien que l'exécution du budget 2024 ait démarré le premier jour ouvrable de l'an, le 2 janvier 2024, avec les premiers bons d'engagement et mandats émis, cette fois-ci par le ministère des Forces armées et le ministère de l'eau et de l'assainissement. Mon ancien du Britannique militaire, Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'eau et de l'assainissement, chapeau à lui. Je commencerai tout d'abord par remercier les représentants des différents ministères et institutions constitutionnelles pour avoir répondu massivement à notre invitation. Je disais ça au directeur général du budget, que je n'ai pas eu moi la chance en tant que directeur général du budget d'avoir autant de personnalités et effectivement de personnes venues assister au lancement officiel donc, du budget. C'est dire que la direction générale du budget est passée par là. Je voudrais aussi saisir cette heureuse opportunité pour vous souhaiter à l'entame de ce nouvel an mes meilleurs vœux de santé et de réussite dans l'accomplissement de vos activités professionnelles et personnelles. Votre présence à cet atelier témoigne encore une fois de votre engagement, comme à l'accoutumée, à collaborer au mieux avec le ministère des Finances et du Budget pour la mise en œuvre de la politique budgétaire et financière de notre pays dans les meilleures conditions, dans le respect des principes et règles budgétaires et avec toute l'efficacité requise. Mesdames et messieurs, l'année 2023 qui vient de s'achever a été marquée par des événements qui ont fortement affecté les grandes orientations budgétaires retenues dans la loi de finances initiale. En effet, la gestion budgétaire au titre de l'année 2023 s'est déroulée dans un contexte international caractérisé notamment par la persistance des incertitudes liées aux tensions géopolitiques avec la poursuite de la guerre russo-ukrainienne et la crise israélo-palestinienne. Cet environnement a beaucoup affecté les circuits d'approvisionnement des marchandises, entraînant un ralentissement des échanges commerciaux internationaux avec comme corollaire la persistance de la poussée inflationniste, bien que de moindre ampleur par rapport à l'année 2022. Il s'en est suivi une contraction des échanges de marchandises, lesquels devraient connaître, selon l'Organisation mondiale du commerce, une hausse de seulement 0,8%,
en 2023, contre 5% environ un an du tout. Parallèlement, les conditions financières de mobilisation des crédits ont été fortement resserrées en raison d'une politique monétaire contracyclique. Ces facteurs qui ont fortement affecté la croissance mondiale, qui ressortirait à 3% en 2023, contre 3,5% en 2022. Se sont répercutés sur la conjoncture sous-régionale, déjà en proie à une situation sécuritaire encore déliquescente. En effet, l'activité de l'Union économique et monétaire serait de 5,2% en 2023 contre 5,6% en 2022, pendant que l'inflation est projetée à 3,7% en 2023 contre 7,4% en 2022. Au niveau interne, le report de la date de démarrage de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, ainsi que les tensions sociopolitiques internes au courant du premier semestre 2023 se sont greffés à cette conjoncture déjà difficile, entraînant ainsi la révision à la baisse de la croissance de 2023 qui s'établirait finalement à 4,1% en 2023 contre 4,2% un an auparavant et 6,5% en 2021 et 1,3% en 2020. Le taux d'inflation annuel moyen en 2023 ressort à 5,9% contre 9,7% en 2022, soit un repli de 3,8%. Le déficit budgétaire, arrêté à 1045 milliards de francs CFA, soit 5,5% dans la loi de finances initiale, a été revu à la baisse à 917,5 milliards de francs CFA, soit 4,9% dans la perspective de la consolidation budgétaire, avec l'objectif de la ramener à 3% du PIB en 2025. Cela a bien sûr nécessité des ajustements au niveau des dépenses que vous appelez communément ponctions. Comme vous savez, comme vous pouvez le constater également, en cours de gestion, effectivement, des ponctions ont été opérées compte tenu un peu de l'urgente nécessité de faire face à des dépenses supplémentaires au niveau des bourses des étudiants. Ça a monté jusqu'à 88 milliards, alors que l'Assemblée avait autorisé 46 milliards. On a refait un acte modificatif de 31 milliards, ça fait 77 milliards. Et en fin novembre, 11 milliards 6 ont été mandatés pour pouvoir payer des bourses de novembre et de décembre également. Au niveau du tarif de l'électricité et également au niveau des compensations tarifaires et des pertes commerciales pour égaliser le prix de l'essence au niveau du territoire national. Okay. Et en plus subventionner le gaz butane et autres, l'Assemblée avait prévu 450 milliards. On s'est retrouvé avec finalement 618 milliards. Je vous renvoie au discours de fin d'année de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall. Donc, toutefois, l'économie sénégalaise s'est inscrite maintenant dans une trajectoire de reprise. Après 3 années de démonstration d'une grande résilience grâce à la bonne tenue des finances publiques. Ainsi, à la faveur d'un taux d'exécution des dépenses budgétaires de 94%, ce qui démontre que les ponctions qui ont été opérées sont effectivement des ponctions justes, parce qu'on est arrivé toujours à un niveau d'exécution de 94% du budget. De 2012 à 2023, la seule année où le taux d'exécution du budget a été inférieur à 90%, c'est en 2013, 88,8%, quasiment 89%, c'était la première année d'implémentation de la réforme du Code général, donc des impôts.
qui nécessitait effectivement un certain temps pour que effectivement les résultats, donc du point de vue de la mobilisation des recettes, on puisse les avoir. Et après, un an après, je me rappelle, le directeur général des impôts et domaines en son temps, qui était chez Ahmed Tidiane, avait réussi, son service avait réussi à atteindre la barre des 1000 milliards de recettes recouvrées. Le taux, donc, 94%, donc d'importants programmes, quand même, les projets se sont réalisés en 2023, conformément au plan d'action prioritaire 2, ajusté et accéléré. Sans être exhaustif, compte tenu des contraintes de temps, j'en évoquerai quelques-uns. C'est largement revenu dans l'exposé des motifs de la loi de finances 2024 et surtout aussi le dernier jour de la plénière à l'Assemblée nationale, donc pour défendre le budget 2024. Ces projets, c'est d'abord les travaux de prolongement du TER, le train express régional de Diamniadio à l'aéroport international brésilien, dont la finalisation est prévue durant le premier semestre 2024. C'est le démarrage des activités du projet de bus rapide transit, nouvelle dorsale autour de laquelle sera structurée une partie du réseau de transport urbain pour une partie de la banlieue de Dakar. C'est la relance du transport ferroviaire engagé avec la réhabilitation de l'axe Dakar-Tambacounda et des villes de l'intérieur. C'est la mise en service de la première phase du projet Keur-Momar-Sarr 3 qui a permis d'apporter une production journalière additionnelle de 130 millions de litres d'eau. Nous sommes à un taux d'accès à l'eau en milieu urbain de 98%, tandis qu'en milieu rural, on est quasiment au stade où nous sommes, à 96%, c'est dire l'accès universel en 2025 est quasiment à notre portée. C'est le renforcement des capacités de stockage dans le cadre de la politique de souveraineté alimentaire, mais également c'est la mise en œuvre des marqueurs sociaux. C'est le PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, c'est Promovit, Programme de promotion des villes, c'est le PUMA, Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, c'est la CMU, c'est la couverture maladie universelle, c'est les bourses de sécurité familiale, sans oublier les importants programmes d'aménagement hydro-agricole et pastoral, d'infrastructures scolaires, sanitaires, sécuritaires, culturelles et sportives, ainsi que les différents mécanismes de financement et d'insertion et de promotion socio-économique des jeunes et des femmes, des RFJ, ANPEJ et autres. J'en passe. Par ailleurs, au plan social, en dépit de la détente notée sur les prix des denrées de première nécessité, le dispositif de soutien au pouvoir d'achat des ménages et les autres instruments de la protection sociale ont été maintenus, voire renforcés, notamment pour les ménages les plus vulnérables. Il en est ainsi la subvention énergétique que j'ai abordée tout à l'heure, supportée par l'État pour un montant de plus de 600 milliards, 618 milliards exactement. De celle sur les produits alimentaires pour 100 milliards, mais je pense, c'est côté dépenses, Maguette. 100 milliards, c'est côté dépenses, mais côté renonciation de recettes, Abdou Khadr est là, côté renonciation de recettes, impôts et douanes, c'est 106 milliards. Au total, 206 milliards, donc pour la subvention un peu des denrées. Sans compter le plein effet des revalorisations salariales prises, les pleins effets des revalorisations salariales prises en fin 2022. Pour l'année 2023, l'impact a été de 142 milliards en termes d'augmentation effectivement de salaire. L'enveloppe des bourses de sécurité familiale ainsi que le nombre de bénéficiaires ont été également sensiblement augmentés. Compte tenu des contingences évoquées supra, il est normal que des contraintes et difficultés aient été rencontrées durant l'exécution budgétaire. Je n'y reviendrai pas, d'autant plus que M. le directeur général du budget ici présent, normalement, a dû apporter les explications ou justifications nécessaires dans ce cadre d'échange très propice qui permettra, je l'espère, de relever ensemble les défis de l'efficience et de l'efficacité de la dépense publique relativement à la mise en œuvre également des budgets programmes. Mesdames et messieurs, je voudrais rappeler que le budget 2024
et arrêté en recettes et en dépenses pour un montant historique de 7 003,6 milliards de francs CFA. Il est bâti sur une stratégie de consolidation et de souveraineté budgétaire avec comme priorité absolue le renforcement des secteurs stratégiques afin de maintenir la trajectoire d'émergence économique, la poursuite du soutien à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche, pour accroître la souveraineté alimentaire, renforcer la sécurisation du territoire, des personnes et des biens et la résilience aux effets des changements climatiques. Le Sénégal a élaboré un budget vert pour l'année 2024. Ainsi, la croissance est projetée à 9,2%, portée certes par la production des hydrocarbures, mais également adossée sur la dynamique des autres secteurs de l'économie, capitalisant 10 années de mise en œuvre de plans d'action prioritaire 1 et 2, et nous sommes dans le plan d'action prioritaire 3, 2024-2028. Mise en œuvre de plans d'action prioritaire de réforme et d'investissement physique, ainsi que sur le capital humain. Le budget repose également sur une consolidation budgétaire assumée, avec un déficit qui s'établirait à 3,9% contre 4,9% en 2023, à la faveur d'une mobilisation accrue des ressources internes, avec un taux de pression fiscale projeté à 19,4% et la poursuite de la rationalisation des dépenses. L'exécution budgétaire 2024 sera marquée par le renforcement de la transparence budgétaire, l'efficacité de la dépense et la facilitation de la réduction des comptes. Les lois de règlement sont élaborées, défendues à l'Assemblée nationale. La dernière en date, c'est la loi de règlement 2021 que nous avons examinée à l'Assemblée nationale en commission technique et en session plénière. La loi de règlement 2022 a été déposée dans les délais et est présentement en cours d'instruction au niveau de la Cour des comptes, et à la suite de la loi de règlement 2022, nous serons maintenant dans le fameux cercle vertueux de gestion effectivement des finances publiques que le président Seydou, président du contrôle budgétaire au niveau de la commission des finances et du contrôle budgétaire, donc tient valablement à nous challenger effectivement sur la finalisation des lois de règlement. C'est pour moi l'occasion de lui rendre hommage pour le travail de qualité que cette commission fait en rapport avec le ministère des Finances. Donc cela se traduira par diverses innovations tout de même en 2024. C'est important. La planification budgétaire infra-annuelle sera mise en œuvre afin d'apporter plus de flexibilité et de prévisibilité dans l'exécution budgétaire. Sous ce rapport, le cadre réglementaire est déjà mis en place à travers l'arrêté du 7 décembre 2022 et l'instruction du 23 novembre 2023 y relative. La mise en œuvre effective de la planification budgétaire infra-annuelle permettra d'assurer une meilleure priorisation des dépenses, tenant compte de leur caractère urgent, incompressible et leur saisonnalité. En effet, une bonne programmation budgétaire, c'est celle qui anticipe sur les dépenses en tenant compte des contraintes de trésorerie et des objectifs de cible de déficit à chaque période. Ainsi, le ministre des Finances et du Budget, qui assure la fonction de régulation du budget à travers les contrôleurs budgétaires, procédera en rapport avec les ministères et institutions constitutionnelles à la détermination des plafonds d'engagement trimestriel. Ces plafonds, en lien avec le plan de trésorerie, serviront de base à l'élaboration de plans d'engagement cohérents avec les plans de passation des marchés. Le cadre institutionnel de la planification infra-annuelle, budgétaire infra-annuelle, comprend un comité de pilotage, un comité de suivi de l'exécution budgétaire et de la trésorerie au sein de mon département et un comité interne des plans d'engagement pour chaque ministère et institution constitutionnelle. À cet égard, je vous invite, chacun en ce qui le concerne, à prendre les dispositions nécessaires pour la mise en place de ces comités, mais aussi à une large sensibilisation de vos services compétents pour assurer la mise en œuvre de cette réforme dans de bonnes conditions. Le processus d'implémentation
du contrôle interne budgétaire est engagé pour apporter plus de souplesse au contrôle a priori et accélérer le rythme d'exécution des dépenses. Dans ce processus d'institutionnalisation du dispositif de contrôle interne budgétaire, les services de la Direction générale du budget, avec l'appui du projet d'assistance technique à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, ont procédé à l'accompagnement de 5 ministères pilotes à travers des sessions de formation sur le contrôle interne budgétaire, la cartographie des risques et l'audit basé sur les risques. Il s'agit du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, du ministère de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, du ministère des Mines et de la Géologie et du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. Ces activités se poursuivront au courant de l'année 2024 dans l'optique d'arriver à la mise en place effective du dispositif de contrôle interne budgétaire au sein des 5 ministères pilotes. Une autre innovation importante, c'est le déploiement du contrôle de gestion à travers l'institutionnalisation de la fonction de contrôleur de gestion au sein des départements ministériels. En effet, au sens du décret du 15 mai 2020 relatif au contrôle de gestion, un système de pilotage est mis en œuvre au sein d'un département ministériel ou d'une institution constitutionnelle en vue d'améliorer le rapport entre les ressources engagées et les résultats obtenus au titre de l'exécution d'un programme budgétaire donné sur la base des objectifs préalablement définis. Ainsi, l'article 8 du dit décret prévoit que le ministère en charge des Finances veille au correct déploiement des dispositifs de contrôle de gestion dans le cadre de l'élaboration et de l'exécution des budgets programmes. À ce titre, une circulaire et un guide portant sur les modalités d'opérationnalisation du contrôle de gestion dans les départements ministériels sont déjà élaborés et seront partagés dans le cadre de la préparation de la loi de finances 2025 au chapitre des dépenses de transfert, puisque quasiment 80% du budget de l'État est en transfert. Transfert pour transfert en capital. Véritable au sujet des transferts et dans un souci de transparence et de rigueur budgétaire, le mode d'exécution actuel qui ne permet pas d'appréhender les natures économiques des dépenses effectuées sera réglé. En effet, cette situation constitue une limite majeure à l'analyse de ces transferts. Ainsi, pour améliorer la disponibilité de l'information sur ces dépenses, il a été jugé nécessaire d'intégrer dans le processus de leur mobilisation et de leur exécution un module à travers 6 budgets permettant de renseigner toutes les catégories de dépenses, à l'instar de ce qui se fait pour les autres types de dépenses, même si on est dans l'ancienne formule, titre 3 et titre 5. Salaire, charges sociales, dépenses d'investissement exécutées par l'État, honoraires et commissions, audit, tout ce qu'on veut, mais c'est des lignes de dépenses très claires qu'il va falloir en lieu et place d'une seule ligne, construction de la route de l'autoroute Bourg-Fatick-Kaolack, une seule ligne, transfert en capital 6 milliards, alors que dans cette ligne, il y a une ligne honoraire et commission, une ligne contrôle des travaux, une ligne construction de l'art. Transfert en capital, construction de salles de classe, une seule ligne, 1200 milliards, alors que sur cette ligne, il y a construction de travaux, il y a des constructions, il y a des honoraires et commissions,
Il y a des prestations de services à payer. Il nous faut améliorer. Et si on additionne le titre 4 et le titre 6 dans le budget de l'État, le titre 2 étant ordonnancé par la SOL, les dépenses extérieures étant ordonnancées par la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques, on voit que la part des transferts dans le budget est tout importante. Il est important. Ce n'est pas véritablement de gaieté de cœur qu'on le dit. Je me suis arrêté sur ce point parce que c'est ça qui permet véritablement de connaître l'usage final de l'argent et de pouvoir réguler notre argent. Il fallait que je m'y attarde un peu sur ce point puisque c'est important. Mesdames et messieurs, les différentes présentations qui sont faites ce matin ont sans doute abordé largement les innovations ainsi que le contenu de la circulaire de mise en place des crédits qui rappelle certains principes et règles gouvernant l'exécution de la dépense publique. Elles aborderont également les problématiques essentielles liées à la mobilisation des recettes de l'État, à la passation des marchés publics, à la prise en charge au plan comptable des dépenses et à la gestion de la trésorerie. Ce cadre de dialogue s'inscrit dans une perspective d'enrichissement mutuellement bénéfique qui met en exergue l'expertise et l'expérience de l'ensemble des parties prenantes à l'exécution budgétaire. Le ministère des Finances et du Budget reste ouvert à toutes vos suggestions et propositions qui aboutiront sans nul doute à des recommandations pertinentes pour une bonne exécution budgétaire au titre de l'année 2024. Ainsi, le dialogue se poursuivra en permanence avec le ministère des Finances et du Budget en cours d'année à travers divers ateliers portant sur bien d'autres thématiques dans le souci d'une internalisation de la réforme dans tous ses aspects. Mesdames et messieurs, je ne terminerai pas sans adresser mes vives félicitations à la Direction générale du budget, maîtresse d'œuvre de cet atelier qui est devenu au fil des années un événement incontournable dans l'agenda budgétaire. Dans la même lancée, je salue la contribution de tous les acteurs au sein des différentes structures de mon département. La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, la Direction générale des impôts et domaines, la Direction générale des douanes et la Direction centrale des marchés publics qui ont œuvré dans une belle synergie pour la réussite de cette rencontre. Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare soit ouvert à vie le lancement de la gestion budgétaire 2024. Je vous remercie pour votre aimable attention.